Bonjour, bienvenue à cette troisième émission de la série Comment démocratiser la France. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Niconov qui va présenter la dynamique populaire constituante. Bonjour, Monsieur Niconov. Bonjour. Et je rappelle aux internautes qui nous suivent en live qu'ils peuvent poser des questions. Donc, ces questions vont être rassemblées par Jérémy et son équipe. Et puis, elles seront posées à M. Likonov à la fin de cette émission. Donc, mettez vos questions. Et je suis content que j'ai dit juste la dynamique populaire constituante, parce que j'ai tendance à me tromper avec la dynamique constituante populaire. Parce qu'au fond, les sigles de la dynamique populaire constituante, donc le MCP, justement le DPC, ils sont très près du sigle du MCP, donc le mouvement qui fait cette émission ici. Et puis le CP, c'est dans le mouvement donc, constituant populaire. CP, c'est un peu la même chose. Et dans un autre ordre que la dynamique populaire constituante. Et puis il y a mouvement au lieu de dynamique. Donc si on regarde juste les sigles, on a l'impression que c'est très proche. Et une question, ça va devoir, on va voir dans cette émission jusqu'à quel point c'est proche, si c'est vraiment aussi proche que le donne à penser ces sigles. Pour le MCP, pour voir si c'est proche, il faut d'abord bien savoir ce que c'est le MCP. Et je pense que beaucoup d'internautes qui suivent cette émission le savent déjà, mais l'objectif principal, le cœur de l'objectif du MCP, c'est d'instaurer la démocratie en France. C'est l'objectif. Et puis les deux sous-objectifs, c'est introduire le référendum d'initiative citoyenne constituant, donc celui qui permet à des citoyens de proposer leur projet de modification de la Constitution sur un sujet précis, de proposer en référendum. Et puis d'autre part, le référendum obligatoire pour empêcher que les élus détricotent ensuite ce que fait le peuple. Toute modification de la Constitution devrait obligatoirement passer par un référendum. Les élus ne pourraient plus modifier la Constitution sans référendum. Donc ça, c'est les deux points de l'objectif MCP. Vous allez avoir aussi en commentaire un lien sur une consultation. On vous demande ce que vous pensez de ces deux objectifs. Et donc, ma première question à Jacques Niconov, c'est concernant votre objectif, est-ce qu'il y a le cœur, est-ce que cet objectif du MCP, est-ce qu'il se retrouve à l'intérieur des objectifs de la dynamique? Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous sommes partenaires du MCP. Là, j'ai un retour son. Notre objectif, c'est la prise du pouvoir à la suite d'un processus constituant qui va permettre de changer de constitution pour remettre le peuple au sommet de l'architecture juridique et politique du pays. C'est-à-dire de refaire une société politique, autrement dit une société dans laquelle tout peut être débattu, tout peut être décidé par le peuple à tout moment. Voilà l'objectif que nous nous fixons. Donc, c'est assez clair, c'est très proche. Donc, démocratie, tout peut être décidé par le peuple. C'est bien aussi l'objectif du MCP, puisque une fois qu'il a ce RIC constituant, il pourrait introduire d'autres RIC ou mettre dans la Constitution elle-même des grands principes de politique concrète. Donc là, ça a l'air de bien se ressembler. Est-ce qu'il y a par ça, donc si vous regardez ce que je viens d'expliquer comme MCP, comme objectif MCP, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettriez dans vos objectifs? Bien entendu, sur notre site internet qui s'appelle Dynamique populaire constituante, il y a énormément de travaux, de propositions qui concernent tant le processus constituant lui-même que les idées
qui pourrait alimenter une nouvelle constitution pour permettre de restaurer le pouvoir du peuple, de restaurer la démocratie. Il y en a un certain nombre. Je peux donner quelques exemples. Hein. La première chose, bien entendu, c'est de restaurer la souveraineté nationale, parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie dans un pays qui n'est pas libre, dans lequel pays qui n'a pas sa souveraineté. Donc ça, c'est la première chose qui conditionne tout le reste. Et restaurer la souveraineté nationale, ça signifie sortir de l'Union européenne et sortir de l'OTAN, renégocier les accords avec l'OMC, le FMI et la Banque mondiale. Ça veut dire ça. Donc, ça n'est pas rien. Parce que, prenons un exemple tout simple, beaucoup de battage est fait, à juste titre, sur les questions environnementales, climatiques, de biodiversité. Mais une des sources majeures qui provoque les déséquilibres, c'est le commerce international. Et s'il n'y a pas de mesures protectionnistes, on ne pourra pas résoudre la question des gaz à effet de serre, par exemple. Or, le protectionnisme, c'est le libre-échange, pardon, c'est le cœur de la doctrine néolibérale, c'est dans les traités européens, c'est la fonction de l'OMC, et donc il faut être cohérent. Si on veut résoudre les problèmes environnementaux et les problèmes sociaux et les problèmes démocratiques, il faut recouvrer la souveraineté nationale, parce que on ne pourra pas traiter un certain nombre de sujets. Je termine d'un mot sur cette question qui est très sous-estimée. L'Union européenne possède ce qu'elle appelle des compétences exclusives, c'est-à-dire seule l'Union européenne a la capacité de prendre des décisions dans ces domaines. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit de la monnaie, il s'agit du commerce international, il s'agit du commerce interne, il s'agit des frontières et de la politique budgétaire. Comment voulez-vous résoudre un certain nombre de problèmes si nous sommes contraints dans tous ces domaines? On ne peut pas, y compris le RIC, s'il y a des RIC sur la monnaie, sur le commerce international, sur le commerce interne, etc., ce sera bloqué parce que le droit européen, et on le voit avec le cas polonais en ce moment, le droit européen est supérieur au droit national. C'est ça qu'il faut comprendre. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et donc, pour démocratiser la société, il faut qu'on soit dans une société libre, souveraine, que nous puissions décider de tout, sans avoir des obligations ou des domaines dans lesquels nous ne pourrons pas intervenir. Donc voilà un premier point fondamental. Ensuite, évidemment, toutes les révisions constitutionnelles doivent être faites à la suite d'un référendum. Il faut interdire au Congrès de modifier la Constitution, bien sûr. Ensuite, nous proposons d'inclure dans la Constitution ce que nous appelons un référendum annuel à questions multiples. Alors, tous les ans, il y aurait un référendum, un peu comme en Suisse, il y en a un peu plus en Suisse, mais on pourrait faire même deux séries de référendums, en fait, par an, dans lesquels on mettrait les principales questions stratégiques récurrentes, c'est-à-dire toutes les lois de finances, toutes les lois de financement de la sécurité sociale, toutes les lois de programmation, toutes les lois organiques, tous les traités internationaux qu'il faut ratifier, traités qui ont une certaine importance stratégique. Et évidemment, tous les RIC nationaux, il peut y en avoir 2-3 par an, 2-3-4 par an, et les RIC locaux au niveau des régions, des départements, des communes, des communautés de communes, etc. Donc voilà quelques éléments que nous mettons à la discussion pour permettre
de restaurer le pouvoir du peuple sur les grandes questions stratégiques. On ne va pas rentrer dans le détail. Le détail, c'est aux députés de voter les lois. Les lois ordinaires, dans notre réflexion, doivent rester aux députés, sur la base évidemment des programmes qu'ils s'engagent à suivre, avec une possibilité de sanction s'ils ne suivent pas les programmes, bien entendu, pour que les citoyens puissent contrôler ces députés, mais les députés se concentreraient sur les lois ordinaires et le peuple serait convoqué en référendum sur les grandes questions stratégiques. Donc voilà la réflexion que nous menons dans le cadre de la dynamique populaire constituante. J'aurais deux questions. La première, j'ai l'impression qu'il y a cet aspect souveraineté, je vais venir là-dessus tout à l'heure, mais avant ça, vous avez parlé des questions environnementales et sociales. Est-ce que c'est quelque chose qui se rajoute, c'est-à-dire que vous avez un objectif démocratique plus des objectifs sociaux et environnementaux, ou bien vous avez juste l'objectif démocratique et comme j'ai cru le comprendre, donc c'est les députés qui vont, enfin ces questions-là, des objectifs sociaux et environnementaux, vous n'avez pas des positions déjà déterminées sur le sujet? Si, tout à fait. Pour nous, la Constitution, c'est d'abord les droits universels et naturels. Autrement dit, la Constitution française a ce qu'on appelle un bloc de constitutionnalité dans lequel il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il y a le préambule de la Constitution de 46 et il y a la Charte de l'environnement de 2004. Pour nous, c'est de l'encre sur du papier. C'est-à-dire que ce sont des déclarations qui n'ont aucun effet contraignant sur l'État pour l'obliger à réaliser les principes qui sont contenus dans ces différents documents. Et notre réflexion, c'est au contraire d'avoir une conception de la Constitution qui n'est pas celle, disons, de la conception bourgeoise qui consiste à faire de la Constitution simplement l'organisation des pouvoirs publics, l'organisation de la séparation des pouvoirs. Pour nous, c'est pas simplement ça, la Constitution. C'est d'abord le respect des droits humains naturels. Et pour cela, il nous faut que dans la Constitution, nous précisions comment on passe, par exemple, sur la liberté, sur l'égalité, sur la sûreté, y compris sur la propriété, qui n'est pas un droit humain naturel parce qu'il n'est pas imprescriptible. On peut aliéner la propriété, alors qu'on ne peut pas aliéner la vie humaine. Et donc, sur toutes ces questions, nous voulons que les principes soient transformés en mesures pratiques dans la Constitution qui créent des obligations pour l'État dans le domaine du logement, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du travail, dans le domaine des salaires. Le partage de la valeur ajoutée doit être constitutionnalisé. Voilà le genre de débat que nous voulons avoir pour que la Constitution reflète l'intérêt du peuple. Parce qu'il ne faut pas oublier le dernier terme de la définition de la Constitution, de la démocratie sur laquelle nous appuyons, au pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et donc, si c'est pour le peuple, tout ce qui concerne les questions, les intérêts du peuple doivent être inclus dans la Constitution. Toutes ces questions doivent être incluses. Et donc, logement, éducation, santé, tout ça doit être constitutionnalisé sous forme de principes avec les modalités d'action créant des obligations pour l'État. Voilà la nouveauté, si vous voulez, que nous avançons. Et d'ailleurs, nous avons commencé à travailler sur l'emploi, on a continué,
puisque nous aboutissons à la notion de droit opposable à l'emploi, le droit opposable à l'emploi. Il faut que les droits deviennent opposables. Il y a 2 droits opposables en France, c'est le droit aux soins et c'est le droit à l'éducation pour les enfants de moins de 18 ans. Ok, donc j'ai l'impression qu'on entend ma voix 2 fois, mais j'espère que ça fonctionne. Donc c'est quand même plus large que ce qu'on entend habituellement. C'est-à-dire que d'habitude on dit bon, la démocratie c'est que le peuple peut décider, c'est le pouvoir au peuple, et c'est le pouvoir au peuple de décider. Et ensuite il décide ce qu'il veut. Et là vous intégrez déjà d'autres choses que juste des outils pour pouvoir décider. Donc des droits naturels. Et la première question que j'aurais, c'est les droits naturels. Est-ce qu'ils sont, comment dire, ils sont donnés et ils s'imposent à tous, ou est-ce que c'est des droits qu'on peut discuter, c'est-à-dire dont la liste peut être amendée, étendue, raccourcie, dont la définition, parce que ces droits, ils sont bien dans la déclaration et ailleurs, mais ils sont définis de façon quand même relativement floue. Et c'est peut-être aussi pour ça que tout le monde est d'accord, ou que très large majorité des gens sont d'accord, parce qu'on parle de droit à la vie, et ceux qui sont pour l'avortement, ils disent ben oui, ben nous ça correspond très bien. Parce que la vie n'a pas commencé avant telle date. Et ceux qui sont contre l'avortement, ils disent ben oui, nous on est aussi pour le droit à la vie, et puis d'ailleurs c'est pour ça qu'on est contre l'avortement. Donc dans le détail, il y a des interprétations qui peuvent être très différentes. Donc au niveau de la liste de ces droits qui peut évoluer dans le temps aussi, au niveau de la liste de ces droits, au niveau de ce que signifie chacun de ces points, et au niveau du poids relatif, parce que parfois il peut y avoir un conflit entre deux droits naturels, entre différents droits naturels. Est-ce qu'à tous ces niveaux, là je vous parlais tout à l'heure du droit de propriété, j'ai l'impression que vous y accordez moins d'importance que peut-être d'autres personnes y accordent. Est-ce que toutes ces questions, la liste, ce que ça signifie exactement, les poids relatifs en cas de conflit, est-ce que tout ça, c'est des choses à discuter que le peuple peut changer? Par exemple, utiliser un reconstituant pour proposer telle modification de n'importe quoi du bloc constitutionnel, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui s'impose au peuple? Ah ben non, la démocratie, c'est le débat également. C'est-à-dire qu'il faut que les idées se confrontent sur tous les sujets. C'est ça une société politique, c'est le débat, la confrontation des idées et ensuite la décision par le vote. Sur les droits humains naturels, il y a un débat d'abord qui doit porter sur le principe même de ce que sont les droits humains naturels. Notion qui est issue de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été portée pendant la Révolution française et qui s'est arrêtée brutalement au moment de Thermidor. Donc, depuis, c'est terminé. D'ailleurs, on parle par exemple de la crise de la gauche. Mais dans la crise de la gauche, il y a certainement quelque chose qui est une des causes de cette crise, c'est qu'elle a abandonné la question des droits humains naturels. Elle n'a pas repris le flambeau de la Révolution française. Nous plaçons dans la continuité du meilleur de la Révolution française autour de cette notion. Donc il y a un débat sur le principe même qu'il faut réactiver. Ensuite, sur la liste des droits, s'il faut en retirer, s'il faut en ajouter, c'est le débat, bien entendu. Mais le principe fondamental, c'est qu'un droit humain naturel est la propriété de chaque être humain, quel que soit son pays, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, c'est la propriété
imprescriptible, valable tout le temps et partout. Et c'est ça qui doit se retrouver dans la Constitution avec des modalités d'application contraignantes pour l'État. Voilà le débat que nous voulons instaurer. Après, il faut reprendre ce que l'on considère comme des droits humains naturels et voir comment on peut les transformer en droits effectifs. C'est ce que nous avons fait pour le droit au travail, le droit à l'emploi. Nous avons démontré comment il était possible de supprimer le chômage et la précarité à partir d'une constitutionnalisation de ces questions. Il faut faire la même chose en matière de santé, en matière de logement, en matière d'éducation. Ça existe, mais avec énormément de problèmes. Il faut revoir ça. Et puis après, l'exemple que vous avez pris sur l'avortement, tout est ouvert. Bien sûr, il faut que toutes ces questions fassent l'objet d'un débat. C'est ça, le débat politique. C'est ça, la vraie politique. C'est débattre de ces questions et pas de questions subsidiaires. Donc, il pourrait, par exemple, tout à fait y avoir un RIC qui propose, un référendum d'initiative citoyenne qui propose que l'État soit un droit opposable à l'emploi. Donc, ça signifie que l'État soit l'employeur de dernier ressort. C'est ça. Et puis ensuite, les citoyens voteraient et diraient s'ils sont pour ou contre que l'État soit. Exactement. Ensuite, ce serait comme ça, quoi. Ok, donc je crois que j'ai compris. Donc, c'est très centré sur la démocratie. Vous y voyez quelque chose de plus large au sens que dans la Constitution, ça vous paraît important de rendre opposables tous les droits naturels. Là, c'est aussi une question de discussion. Les citoyens décideront quels droits ils veulent rendre opposables et lesquels ils ne veulent pas. Et ça fait que vous avez des idées, au fond, assez précises, j'ai l'impression, sur ce que vous voulez au niveau social et environnemental. Mais tout ça, c'est les citoyens qui vont décider. Et donc, je crois que j'ai compris là pour ce qui est de ce qui aurait en plus de l'objectif du MCP. Maintenant, j'aimerais vous poser deux questions sur ce que vous avez dit tout au début, la souveraineté nationale. Vous dites le RIC, l'Union européenne pourrait, sur certains sujets où ils font le monopole de la décision, ils pourraient bloquer une décision qui est prise par RIC. Bon, une possibilité, c'est effectivement d'utiliser le RIC pour proposer le Frexit, disons. Et si les citoyens français décident, OK, Frexit, eh bien, si c'est décidé, eh bien, les Français sortiraient, la France sortirait de l'Union européenne. Comme c'est un poids lourd de l'Union européenne, ça aurait un certain impact sur le reste de l'Union européenne. Mais l'autre question, la question que je voulais vous poser, c'est qu'il y a aussi le point de vue qu'au fond, ce serait pas, c'est pas sûr que ce soit nécessaire. Et qu'il y aurait une autre façon de jouer qui serait de dire on prend nos décisions par RIC, par exemple, et puis si elles sont en conflit avec des engagements pris avec l'Union européenne ou des décisions européennes, eh bien tant pis, parce qu'on a changé la Constitution. Ça, c'est l'avantage du RIC constituant. On a changé la Constitution, et puis la Constitution française, elle est au-dessus de tout, des lois ordinaires françaises, mais aussi des engagements internationaux. Non. Et que, ensuite, c'est une question. Donc, je finis juste de présenter l'argument, c'est de dire c'est une question ensuite de négociation, parce qu'évidemment, les autres pays ne vont pas être contents, les autres pays de l'Union européenne, mais si ça joue comme ça joue comme ça, et puis si ça joue pas, peut-être alors ça finit avec un Frexit, mais ça finit pas nécessairement avec un Frexit. Non, le droit européen a la primauté sur le droit national, y compris sur le droit constitutionnel. Il faut avoir aucune illusion là-dessus. Prenons un exemple. On obtient un RIC. D'ailleurs, ce sera pas possible parce que pour obtenir le RIC, il faut prendre le pouvoir. La classe dominante, l'oligarchie actuelle, de gauche ou de droite, n'accordera jamais le RIC, évidemment. Ils n'ont pas envie de faire exploser le siège sur lequel ils sont assis.
Donc, pour obtenir le RIC, il faut prendre le pouvoir. Admettons que nous avons pris le pouvoir par des mobilisations sociales très fortes et par des processus électoraux, des participations électorales, et que rien ne change encore dans la Constitution, que nous sommes toujours dans l'Union européenne, et un RIC, donc le RIC est installé dans la Constitution, et un RIC arrive pour, disons, réformer la justice, un peu comme le problème polonais, comme les Polonais qui ont réformé leur justice avec une optique avec laquelle on n'est pas forcément d'accord, mais qui consiste à réduire la séparation des pouvoirs, en fait, entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Et donc, ce RIC passe. Si on n'a pas changé la Constitution, autrement dit, si on n'a pas expulsé le titre 15 qui détermine la soumission de la France à l'Union européenne, eh bien, le droit européen va s'appliquer et le système européen va faire exactement ce qu'il fait avec les Polonais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va bloquer la décision et qu'il va imposer des amendes tant que la décision ne sera pas prise. Donc, tout ça, c'est connu, c'est écrit d'avance. Il ne faut pas s'engager dans cette voie parce que ça complique, ça embrouille les esprits, on crée des illusions chez les gens, on leur fait croire qu'on peut modifier le système de l'intérieur alors qu'il n'est pas modifiable. Il faut sortir, point. Et c'est ça qu'il faut aborder de manière frontale, même si, pour l'instant, une minorité, entre 25 et 35%, selon les périodes, de Français sont pour la sortie de l'Union européenne. Le débat doit faire progresser cette proportion. Mais il ne faut pas hésiter à aborder de front ce problème, parce qu'il n'y a pas de solution. Et tous les programmes politiques qui prétendent vouloir résoudre la question environnementale, la question industrielle, la question démocratique, ne pourront pas le faire, vont susciter encore des déceptions et favoriser les forces les plus nuisibles de la société. Alors bien, votre point de vue là est clair, merci. Avant de passer à la stratégie, j'aimerais vous poser une deuxième question par rapport à ce que vous aviez dit précédemment. Et c'est concernant les référendums. Donc vous dites qu'il va y avoir toute une série de référendums. Et puis, vous avez dit aussi parmi eux des RIC nationaux. Mais vous avez parlé de 2, 3 ou 4 RIC par an. Et j'ai juste eu l'impression, quand vous parliez, que la plupart de ces référendums, ce seraient des référendums soit d'initiative présidentielle, soit des référendums, disons, obligatoires, systématiquement, pour tel type de décision, il doit y avoir un référendum. Mais finalement, 2, 3, 4 RIC par an, ça me paraît très peu. Et oui, c'est une portion un peu congrue pour le RIC. Oui, je sais pas, personne n'a aucune idée du nombre de RIC qui pourraient être, comment dire, validés chaque année, on n'en sait rien. En tout cas, c'est tous les RIC validés dans une année doivent être mis au référendum dans l'année. On va pas faire une queue, c'est évidemment pas possible. Mais la notion constitutionnelle de référendum annuel à questions multiples signifie en effet que la Constitution oblige l'État tous les ans à organiser un référendum sur les questions que j'ai évoquées. Tous les RIC, toutes les lois de finances, toutes les lois de financement de la sécurité sociale, toutes les lois de programmation, etc. Parce que ce sont les questions les plus stratégiques. Et donc, elles reviennent au peuple, pas aux députés. On enlève aux députés cette responsabilité. On la remet dans les mains du peuple. Les députés se contentent des lois ordinaires, pas sur les questions stratégiques. Tout ce qui est stratégique doit être obligatoirement et constitutionnellement doit relever du référendum et du référendum annuel. Tous les ans,
à la même période, ou 2 fois par an. Tout ça est à discuter, évidemment, ce sont des réflexions que nous mettons en avant, mais ça doit être constitutionnalisé, et c'est ce que nous versons au débat. Donc le référendum obligatoire est plus large que ce dont parle le MCP. Là, pour le MCP, c'est vraiment le référendum obligatoire pour modification de la Constitution, mais là, il y aurait toute une série des choses importantes pour lesquelles il y aurait des référendums obligatoires. À titre de comparaison, en Suisse, il y a 4 journées de votation par an de référendum, donc d'initiative citoyenne. Il y a à peu près, disons en moyenne, il doit y avoir à peu près 3 sujets par journée. Ça fait une douzaine environ. Ça peut être plus ou moins que 3, mais c'est peut-être à peu près une douzaine environ par année. Là-dedans, il y a des référendums d'initiative. Il y a aussi des référendums obligatoires. Donc, c'est vrai que c'est possible que s'il y a autant de référendums obligatoires que vous dites, il y aura peut-être un peu moins de référendums d'initiative citoyenne qu'en Suisse, parce que des questions seront obligatoirement, automatiquement posées, disons. Voilà. D'un autre côté, on peut dire qu'en France, comme la Constitution aura été... on commencerait maintenant à pouvoir la changer, il y aurait peut-être plus de désir de changement, quoi. Maintenant, si je vous laisse un dernier mot sur les objectifs, si vous trouvez qu'on n'a pas fait le tour, si vous voulez compléter, et puis sinon, on passe à la stratégie. Non, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Encore une fois, ce sont des questions ouvertes, ce sont des éléments versés au débat, et à partir de là, ça alimente ce que nous appelons la dynamique populaire constituante, le processus constituant, dans lequel la population va s'investir dans cette réflexion pour bâtir des consensus sur des questions stratégiques. Sur toutes les questions que j'ai évoquées, eh bien, il faut débattre de ces questions stratégiques, obtenir des consensus et déclencher des mouvements populaires et également des participations électorales pour faire avancer ces idées. Alors maintenant, abordons la question de la stratégie. Donc, quelle est votre stratégie pour arriver à ça? Ben, notre stratégie, c'est exactement ce que l'on vient de parler, c'est de provoquer ce que nous appelons une dynamique populaire constituante. Une dynamique, ça signifie qu'il y a un débat permanent, populaire, que ce débat concerne les classes populaires en priorité, et que ce débat porte sur les questions de la Constitution, conçue, comme je le disais tout à l'heure, et la Constitution, parce que la crise aujourd'hui, en France et ailleurs, c'est une crise systémique. C'est tout un système qui est en crise, dans tous les domaines. Et on ne peut pas résoudre une crise systémique par des mesurettes ou par des mesures uniques. Il faut une réponse systémique. Autrement dit, il faut changer le système, puisque c'est le système qui est en crise. Or, dans une société, ce qui organise le système, c'est la Constitution. C'est pour cela qu'il faut refaire une nouvelle Constitution qui permette de résoudre la crise systémique. Et donc, pour nous, il faut que le débat soit global, qu'il soit systémique, et que les Français réfléchissent à la manière de résoudre les problèmes en constitutionnalisant les grands domaines que sont la démocratie, l'environnement, le social, l'économie. Ce sont 4 grands domaines qui doivent être constitutionnalisés pour faire en sorte que les causes de la crise soient éliminées de façon stable.
telle est notre stratégie. Et pour la conduire, nous préconisons la mise en place de comités constituants locaux. Des comités constituants locaux composés de tous les citoyens, quels qu'ils soient, intéressés à cette question. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a un grand nombre de groupes qui travaillent sur ces questions ou d'autres sur des questions annexes mais corrélées. Il faudra qu'à un moment ou à un autre, tous ces groupes décident d'inviter leurs militants à constituer des comités constituants dans les localités, indépendamment des appartenances de chapelle. Parce qu'on ne va pas avancer. D'ailleurs, ça n'avance pas vraiment. On ne peut pas dire que ça avance. Parce qu'il y a un morcellement, et ce morcellement, il y a des choses très intéressantes qui sont faites, mais elles sont isolées, parcellaires. Il faudrait qu'on arrive à faire une réunion nationale avec tous les groupes qui travaillent autour de ces questions de constitution, de processus constituant, sans chercher à nous mettre d'accord, c'est pas le problème. Il n'y a pas de vérité en la matière, mais qu'on décide d'inviter nos militants, nos sympathisants à s'organiser localement et qu'ils participent, qu'ils s'autogèrent, qu'aucun organisme ne contrôle ces comités locaux et que ce soit ces derniers qui mènent le débat dans leur localité, alimenté par les travaux des différents groupes. Et les différents groupes peuvent envoyer des émissaires dans ces comités pour venir présenter leur thèse. Voilà comment nous, on voit les choses. Un premier échelon qui rassemble les citoyens intéressés sans contrôle, encore une fois, hein, des organisations nationales. Il faut que ces groupes soient autogérés. Et ces groupes ensuite travaillent sur les grandes questions stratégiques, qu'ils se mettent d'accord éventuellement, et qu'ils mettent en place des comités départementaux constituants, des comités régionaux constituants, pour déboucher sur ce que nous appelons une assemblée nationale constituante populaire. C'est-à-dire qu'il y a en France un acteur politique nouveau qui apparaît, qui ne peut pas être contrôlé par aucune organisation, puisqu'il émane des représentants des groupes locaux, dont le travail sera de faire la synthèse des travaux des groupes locaux pour présenter un premier projet de constitution, de nouvelle constitution, qui sera soumis au débat, qui reviendra, qui sera modifié, etc., avec pour objectif, eh bien, d'aller au référendum. Et cet acteur, cette Assemblée nationale constituante populaire, eh bien, elle peut devenir un concurrent des pouvoirs publics actuels. C'est-à-dire, dans un processus révolutionnaire, parce que c'est un processus révolutionnaire, pacifique, bien sûr, il y a toujours une situation de double pouvoir. Il y a le pouvoir des institutions actuelles et il y a le nouveau pouvoir que grignotent les institutions nouvelles, et cette Assemblée nationale d'initiative populaire, eh bien, pourrait commencer à concurrencer le pouvoir actuel et en tout cas pourrait présenter des candidats populaires aux élections, y compris à l'élection présidentielle, cette fois-ci, mais ce serait un candidat constituant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de candidat constituant. Donc tout change. Et on voit bien que cette articulation entre cette mobilisation populaire pacifique qui repose sur le débat entre les citoyens et la participation électorale, eh bien, peut faire bouger les lignes. Telle est notre stratégie de fond. Ensuite, il y a les élections de 2022. Est-ce que je vous arrête? Oui. Là, j'ai déjà plusieurs questions sur ce que vous venez de dire. D'accord, pardon. Oui, oui. Je vous laisse ensuite continuer, mais
Donc, si j'ai bien compris, ces assemblées d'abord locales et ensuite réunies en Assemblée nationale, euh, donc elles n'auraient pas elles n'auraient pas juridiquement un pouvoir. Disons, ce ne serait pas comme l'Assemblée nationale actuellement, où c'est des assemblées citoyennes qui feraient leurs propositions. Mais alors, s'il y avait un RIC, notamment le RIC constituant, s'il y avait un RIC, ils pourraient soumettre leurs propositions par RIC, et puis comme ça, modifier la Constitution, rajouter, on parlait tout à l'heure du droit à l'emploi opposable ou des choses comme ça. Mais tant qu'il n'y a pas le RIC, au fond, ils n'ont pas l'outil pour imposer ce qu'ils souhaitent. Ça, c'est ma première question. Oui, ben, il n'y aura pas de RIC tant qu'il n'y aura pas de prise de pouvoir. C'est ça le problème. Et pour avoir le RIC, il faut prendre le pouvoir. Donc cette assemblée nationale populaire, c'est une initiative politique des citoyens, n'a pas de réalité juridique. Et donc, tout ce qu'elle fait, ce sont des actes politiques. Elle n'a pas de moyens. Elle ne peut que jouer un rôle politique dans le rapport des forces dans la société pour faire avancer les choses. Et elle peut présenter des candidats aux législatives, par exemple, sous son label de candidat constituant, cette fois-ci à partir d'une organisation qui serait extrêmement puissante. Et on peut penser que il y aurait dans les années qui viennent une évolution du rapport des forces électorales et une telle initiative aurait un impact électoral certain. Ça ne fait aucun doute. Alors, d'ailleurs, ce que pourrait prendre cette assemblée comme initiative, c'est d'organiser des RIC sauvages, comme il en existe à l'échelle locale, mais à l'échelle nationale, sur les questions stratégiques. Parce que on peut pas gaspiller les cartouches. On peut pas faire des RIC sur des questions secondaires, secondaires entre guillemets. Un RIC, ça demande tellement de force et de moyens et d'investissement pour être mis en place qu'il faut vraiment que ça porte sur les questions stratégiques. Et on peut imaginer, rappelons-nous le référendum ADP, ça a été un échec quand même. C'était oui, c'était un gros échec. Alors, dans le cadre militant, il peut y avoir ce genre d'initiative. Mais après, là, on n'est pas dans le cadre légal, hein, encore une fois. Il faut bien distinguer le cadre légal, qui ne peut résulter que de la prise du pouvoir, le vote d'une loi ou une modification constitutionnelle, qui n'est pas envisageable avec les partis actuels. Il faut les remplacer et prendre le pouvoir. Là, on est dans un cadre militant. Par rapport à prendre le pouvoir, j'ai deux questions. La première, ça va être est-ce que c'est nécessaire? Je vais préciser. Et la deuxième, c'est comment vous pensez prendre le pouvoir? Mais je précise ma première question. Est-ce que c'est nécessaire de prendre le pouvoir? Par exemple, pour instaurer le rite constituant, c'est clair que s'il y avait le rite constituant, la Constitution, c'est les grandes questions. Et si le peuple est constituant, il peut décider tout à fait de mettre des choses, il peut mettre ce qu'il veut dans la Constitution, même si certains disent que dans la Constitution, il doit y avoir que les questions d'organisation de l'État, d'organisation des pouvoirs. Si le peuple a le rite constituant et qui décide qu'il veut mettre des choses sur l'emploi, il met des choses sur l'emploi. Donc, si on avait le RIC constituant, si les Français avaient le RIC constituant, finalement, ils pourraient faire, et les groupes dont vous parlez, ils pourraient s'actionner. Et la question, c'est est-ce qu'il faut avoir le pouvoir pour instaurer ce RIC constituant? Je pose la question parce qu'il y a un mouvement, disons, qui essaye de profiter de la présidentielle pour instaurer le RIC constituant, en sachant bien qu'ils ne vont pas gagner la présidentielle. Enfin, rien Oui. n'est impossible et tout le monde peut espérer, mais ils savent que c'est très improbable. Par contre, les autres concurrents et les grands candidats, ils sont en concurrence les uns avec les autres, déjà pour arriver au deuxième tour. Et peut-être maintenant que
que Zemmour prend des voix à la fois à la droite, aux Républicains et puis à Le Pen, peut-être que ça ouvre aussi encore des possibilités à la gauche. Donc c'est possible qu'il y ait, disons, une course pour arriver, en fait, pour être le deuxième et pas être le troisième, pour être au deuxième tour, et pas être le deuxième candidat, pas être le troisième candidat, mais être le deuxième candidat. Et c'est un peu comme deux mains sales. Finalement, on croit qu'il faut avoir de l'eau pour se nettoyer des mains, mais finalement, si on les frotte l'une contre l'autre, elles sont sales. Mais on arrive quand même pas mal à les améliorer. Et là, c'est un peu la même stratégie, c'est de dire, là, il y a des candidats qui veulent pas le RIC constituant, mais ils sont en concurrence les uns avec les autres pour entrer au deuxième tour. Et puis, s'il y a suffisamment de citoyens qui vont voter seulement qui vont pas voter pour quelqu'un qui promet pas de façon crédible un véritable RIC constituant, s'il y a suffisamment de tels citoyens, eh bien, ils vont peut-être être obligés même qu'ils ne le veulent pas, de le proposer de façon crédible, un véritable RIC constituant pour accéder au deuxième tour. Et puis, une fois qu'ils sont au deuxième tour, peut-être que les deux qui sont au deuxième tour, s'ils sont suffisamment proches l'un de l'autre, finalement, il suffit que les démocrates purs et durs soient plus grands que l'écart entre le premier et le deuxième pour qu'à la fin, peut-être les deux candidats soient incités à s'engager de façon crédible pour un véritable RIC constituant. Donc là, ça serait une façon d'introduire le RIC constituant, de changer complètement le système, mais sans même parvenir au pouvoir. Donc c'était pour ça que je posais la question, est-ce que c'est absolument nécessaire de prendre le pouvoir? Bien sûr que c'est nécessaire. Les candidats qui... quand on regarde les propositions qui sont faites en matière de RIC constituant chez les grands candidats, ça n'est pas satisfaisant. Aucun n'est satisfaisant. Et ils tournent autour du pot. Et il ne faut pas compter sur ces gens-là, parce que un des éléments principaux de la stratégie des classes dominantes, et notamment l'Union européenne, c'est d'éliminer le caractère politique de nos sociétés. C'est-à-dire de faire en sorte que les citoyens ne puissent plus décider. D'ailleurs, on le voit en France, depuis 2005, il n'y a plus de référendum. Et jamais ils ne reviendront là-dessus, sauf une pression sociale énorme qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, tout ça, ce sont des chimères. Il ne se passera strictement rien. Et la seule solution pour avoir des modifications constitutionnelles, notamment le RIC constituant, c'est la prise du pouvoir. Et la prise du pouvoir ne se fait pas sur la base du RIC uniquement. C'est un ensemble de mesures que les Français ont besoin de comprendre, c'est-à-dire une réponse systémique à une crise systémique. Et donc, c'est, disons, la difficulté de la tâche, parce que on ne peut pas laisser des illusions dans les esprits à propos de la possibilité d'obtenir le RIC constituant dans le cadre actuel. C'est rigoureusement impossible. Et donc, encore une fois, il y a un passage obligé qui est la prise du pouvoir. C'est clair que les grands candidats ne le veulent pas, ce RIC constituant, mais ils peuvent faire quelque chose qu'ils ne veulent pas si c'est la condition nécessaire pour accéder au pouvoir. C'est pas ça qui les fera accéder au pouvoir. Ça n'est pas une demande sociale forte. C'est pas ça du tout qui les fera changer d'opinion. Absolument pas. Est-ce que justement mais on abordera peut-être la question plus tard, mais il peut y avoir au fond, s'il y a 5% s'il y a un petit candidat, un candidat que vous avez dit qu'il n'y a pas de candidat constituant, mais il y a quand même, je pense qu'un candidat qui porte ça, on peut dire que c'est un candidat constituant. Et même si c'est un petit candidat, s'il arrive à quelques pourcents, ça peut être suffisant pour faire la différence entre le deuxième et le troisième. Mais ça n'arrivera pas. Si vous parlez de Clara Heger, que j'estime par ailleurs, et elle mène un très beau combat, elle n'aura pas les 500 parrainages. Elle ne sera pas candidate. C'est une évidence. Elle-même le sait. Elle est candidate pour faire connaître le RIC, mais c'est une illusion.
C'est une illusion et c'est contre-productif en même temps. Moi-même, je suis passé par là. J'ai été candidat à la présidentielle en 2017 sur la base de la démondialisation. J'espérais avoir des médias, faire avancer la cause de la démondialisation, mais pas du tout. Les médias ne s'occupent pas des petits candidats, ni de Clara Heger, ni de tel ou tel. Ils s'en fichent complètement. Ça ne fait rien avancer. Et je dirais même que ça contribue au brouillage des esprits, parce qu'on accrédite l'idée que ce système qui est fondé sur l'homme ou la femme présidentielle est le moyen de changer les choses. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Il faut pas se présenter à cette élection, il faut la boycotter. Donc, de toute manière, ça n'arrivera pas. Clara Heger n'aura pas ses parrainages et on ne peut pas spéculer sur une poignée de pourcentage aux élections qui pourrait faire la balance avec les autres. C'est des calculs qui n'ont pas lieu d'être. Donc on arrive maintenant à la question de comment vous comptez prendre le pouvoir, puisque vous pensez que c'est nécessaire. Donc si vous pouvez nous expliquer votre stratégie. Ben, la prise du pouvoir, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours deux choses dans les démocraties, du moins quand c'est possible. C'est les mobilisations populaires sur toutes les questions qui créent un rapport de force entre les classes dominantes et les classes dominées, sur les salaires, sur les conditions de travail, sur toutes les questions qui préoccupent la population, et sur les questions politiques et démocratiques fondamentales. Donc c'est d'abord cette activité, ce débat d'idées, et ensuite ce sont des participations électorales quand les conditions sont réunies. C'est toujours la même chose. Et donc la prise du pouvoir se fait par l'articulation permanente de ces deux aspects, le débat, la mobilisation populaire d'un côté et la participation électorale de l'autre. Donc rien de neuf sous le soleil. Bien sûr, la prise du pouvoir ne se fait pas du jour au lendemain. On est tellement au fond du trou qu'il faut tout reconstruire. Ça prend du temps. Il faut s'inscrire dans la durée et ne pas croire qu'on va pouvoir changer les choses comme ça par un claquement de doigts. La situation est extrêmement difficile et il faut raison de plus pour travailler sur le fond et reconstruire la société à partir d'une réflexion constitutionnelle. C'est la base. Mais ça doit porter sur l'ensemble des questions, sur toutes les questions. Et moi, j'attire l'attention quand même sur un défaut que le RIC introduit involontairement, c'est la réflexion qu'on entend parfois chez des partisans du RIC. Moi, je suis un partisan du RIC, hein, mais je n'ai pas cette réflexion qui est la suivante. Bon, ben, de toute façon, ça sert à rien de faire des propositions, d'avoir des programmes, parce que c'est les citoyens qui trancheront avec le RIC. Mais c'est extrêmement grave de dire des choses comme ça. Ça veut dire qu'on ne fait plus de débat, qu'il n'y a plus d'échange d'idées. Mais on n'est plus en démocratie si on fait ça. Parce que la démocratie, c'est la discussion et ensuite la décision. Or là, sous prétexte qu'il y aura un RIC, on se dégage de tout débat politique, de tout point de vue sur les problèmes, en rejetant ça à la spontanéité de la population. C'est une grave erreur. Donc, je pense que là, il faut que un certain nombre de gens se ressaisissent et acceptent le débat d'idées. C'est comme ça qu'on fait évoluer les consciences. Et d'ailleurs, s'il n'y a pas de débat d'idées sur l'intérêt du RIC, le RIC ne verra jamais le jour. Parce que, au fond, qu'est-ce qui bloque sur le RIC? Ce qui bloque, c'est qu'un certain nombre de gens, alors je ne parle pas de la classe dominante, mais y compris dans les classes populaires, y compris dans les classes moyennes,
pour un certain nombre de gens de ces catégories sociales, le peuple n'est pas apte à prendre des décisions et il n'est pas légitime. Donc il y a un combat d'idées à mener pour expliquer que le peuple est le seul légitime, que c'est lui qui a la souveraineté et que c'est lui qui doit prendre les décisions. Mais ce combat n'est pas gagné. Il faut le gagner, parce que si on ne gagne pas ce combat, il n'y aura jamais de RIC. Il ne faut pas croire que les gens sont d'accord spontanément avec le RIC. Pas du tout, ça n'est pas vrai. On le sait bien d'ailleurs quand on discute avec les gens. Donc, il ne faut pas relâcher l'effort de combat idéologique, parce que tout à l'heure je parlais du néolibéralisme et de sa partie, de sa composante libre-échangiste et antidémocratique. Il y a un autre volet à la stratégie néolibérale, c'est la guerre idéologique. C'est la mobilisation et la concentration des grands médias pour faire la guerre au peuple. Et si nous ne relevons pas le défi idéologique par le débat, nous sommes battus. C'est ce qui est arrivé. Nous avons été battus. Le peuple a été battu depuis ces 40 dernières années. Je crois que vous avez raison de l'importance du débat. Pour ce qui est des blocages sur le RIC, il faut dire quand même que les sondages indiquent qu'il y a une très large majorité des Français qui sont pour le RIC. C'est, je ne sais plus, entre 70 et 80%. Donc il y a quand même, il y a peut-être certains qui pensent que le peuple n'est pas apte ou pas légitime, mais la large majorité sont pour le RIC. Et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas aptes ou pas légitimes, je ne sais pas pourquoi ils pensent qu'ils sont aptes et légitimes à élire des représentants à ce moment. Ah ben c'est comme ça. Ça, il y a des contradictions, c'est sûr. Ça, c'est une contradiction, effectivement. Concernant les débats, le RIC, c'est effectivement complètement faux de s'imaginer. On ne fait pas de débat, on laisse juste les citoyens décider. Mais avant un RIC, il y a toujours, au fond, des débats. Et ces débats, ils ont lieu. C'est un des avantages du RIC, c'est-à-dire que ça synchronise un peu les débats. Il va se passer dans 3 mois, il va y avoir 3 sujets soumis au RIC. Et puis, bon, pendant ces 3 mois, ces questions sur lesquelles le peuple va décider ont une valeur, disons, une attention particulière. Et donc, il y a ces débats. Et puis, effectivement, si on prend en Suisse, donc, par exemple, il y a ces débats avant les référendums, et puis il y a évidemment toujours des associations, etc., qui défendent des idées. Ça, c'est évidemment important. Mais j'aimerais revenir sur un point que vous avez dit tout à l'heure. Ça s'inscrit dans la durée. Et je me demande comment je dois comprendre ça. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez s'inscrire dans la durée? Est-ce que ça veut dire que vous pensez que ça ne sera pas possible en 2022? Ah ben bien sûr, c'est pas possible en 2022, ça va de soi. Le rapport des forces idéologiques et politiques est nettement en faveur de M. Macron. M. Macron a déjà quasiment gagné la partie. Le seul enjeu, c'est de... Alors, évidemment, Madame Pécresse essaie de faire croire qu'elle pourra battre M. Macron, etc. Bon, pourquoi pas d'ailleurs, si elle le fait, ça, on s'en fiche complètement, puisque c'est une Macron femelle. Donc ça ne changera rien. Elle est tout aussi antipathique que lui, sinon plus. Et sur le fond, c'est exactement la même politique. Donc tous ces gens-là, ça ne présente pas d'intérêt. Ils ont quasiment gagné la partie. L'enjeu, c'est de savoir qui sera au deuxième tour. Est-ce que ce sera Madame Pécresse, Madame Le Pen, Monsieur Zemmour? Voilà, on en est là. Les petits candidats, ils ne seront pas, ils n'auront pas les parrainages. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler à voter pour qui, etc. Moi, je les invite à nous rejoindre dans le boycott, parce qu'ils se rendront compte, j'espère, que ce système présidentialiste doit être combattu. Et c'est ça l'intérêt du boycott de l'élection présidentielle. Parce que pourquoi boycotter l'élection présidentielle? Il y a des raisons structurelles
et des raisons conjoncturelles. Les raisons structurelles, c'est de mettre un coup au régime présidentialiste, lui mettre un coup, c'est-à-dire affaiblir ce qui constitue l'épine dorsale des institutions actuelles. C'est pas rien. C'est pas par les voix, par les votes qu'on va y arriver. C'est fini. Là, les votes, c'est cuit pour cette élection-là. Il y a rien à espérer. Mais imaginons, et c'est notre objectif, que le total des abstentions des blancs et des nuls dépasse le nombre de voix obtenues non seulement par le candidat élu au second tour, mais par les deux candidats du deuxième tour. Ça n'a jamais été fait. Que se passera-t-il? Ben évidemment, le candidat sera élu légalement, mais il ne sera pas légitime. Or, ce qui compte en politique, c'est pas seulement la légalité, c'est aussi la légitimité. Autrement dit, il y a toujours le pays réel et le pays légal. Et ce qui compte en dernière instance, c'est pas le pays légal, c'est le pays réel. Et quand vous avez les abstentionnistes qui sont devenus le premier parti de France, ce sont eux le pays réel. Et nous nous appuyons sur les abstentionnistes, nous appelons les abstentionnistes à conforter, à transformer leur acte individuel d'abstention en acte politique et collectif de boycott, avec des présences dans les mairies le jour du vote, où les boycotteurs viendront signer un appel en disant ben oui, nous on a fait un acte politique, on n'a pas voulu voter pour les raisons que nous développons, c'est-à-dire le fait que le boycott permet de mettre un coup au système présidentialiste, ça permet de condamner, de marquer son opposition avec les pouvoirs exorbitants du président de la République quand la majorité présidentielle coïncide avec la majorité législative. D'ailleurs, aucun démocrate ne peut voter pour qu'un homme seul décide. C'est parfaitement contradictoire de voter à l'élection présidentielle pour désigner une sorte de monarque, alors que parallèlement, on prône le RIC ou la démocratie. Ça n'est pas cohérent. Donc, c'est une raison de boycotter le pouvoir exorbitant du président de la République. Et puis, ensuite, le président de la République, ce mode d'élection au suffrage direct du président, ça n'est pas compatible avec la souveraineté du peuple. Parce que le peuple, finalement, se soumet à cette autorité supérieure qu'il reconnaît. Donc, ça n'est pas cohérent non plus. Et puis, ensuite, le boycott se justifie par l'inversion du calendrier électoral et le quinquennat. Quel est le résultat de ces réformes? Eh bien, c'est l'abaissement du Parlement, c'est la confusion de la séparation des pouvoirs. Il n'y a plus de véritable séparation des pouvoirs, qui est un élément fondamental de la démocratie quand même, la séparation des pouvoirs. Eh bien, avec le système présidentialiste, le Parlement n'a plus son rôle de contrôle de l'exécutif. Il est dans la main de l'exécutif. Ça n'est pas acceptable. C'est la marque d'une société qui évolue dans un sens très antidémocratique. Et puis, c'est une élection qui infantilise le peuple. C'est quand même aberrant de voir ces personnages jouer la comédie pour obtenir les suffrages des électeurs en développant le mythe de l'homme ou de la femme providentielle. Enfin, on ne peut pas entrer dans ce jeu-là, ça n'est pas compatible avec la démocratie. Donc, ce sont des éléments qui sont à charge contre le système. Et puis, il y en a d'autres. Par exemple, la personnalisation de la vie politique qu'entraîne l'élection présidentielle au suffrage direct. On ne débat plus sur les idées, on débat sur les personnes, sur leur habillement, sur les petites phrases, sur des trucs comme ça. Et puis finalement, c'est la trahison permanente. Si vous regardez depuis Mitterrand, Mitterrand se fait élire pour changer la vie en 81
18 mois plus tard, il amorce le tournant de la rigueur qui introduit en France les politiques néolibérales. Et puis c'est pareil avec Chirac qui parle de la fracture sociale et qui fait l'inverse. Et puis Sarkozy. Et puis Hollande qui parle, moi mon ennemi c'est la finance. Et puis il s'accommode très bien des marchés financiers. Et puis Macron. Enfin bref, ce système provoque la trahison permanente. Il provoque finalement toutes les difficultés que nous constatons. Et puis, les raisons conjoncturelles, elles ne sont pas non plus à négliger, parce que dans le contexte actuel, il n'y a pas de candidat constituant. Ça n'est pas vrai. Un candidat constituant, c'est un candidat qui expliquerait clairement qu'il utilise la fonction présidentielle pour organiser un moment déconstituant. C'est-à-dire que pour nous, le boycott de la présidentielle est un moment déconstituant. Avant le moment constituant que seront les législatives et les luttes sociales à venir, il faut un moment déconstituant, c'est-à-dire un moment où le peuple, par un acte, va marquer son désir de passer à autre chose. Seul le boycott peut permettre de matérialiser ce moment constituant. Et donc, un candidat constituant aurait pu être une solution, mais il aurait fallu être clair sur les objectifs et dire que le seul instrument à la disposition d'un président de la République qui a une majorité parlementaire hostile, c'est l'article 11 de la Constitution. C'est le seul, avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Et si ce candidat avait expliqué que, élu, la première chose qu'il ferait serait un référendum par l'article 11 à choix multiples, dans lequel il mettrait la mise en place du rite constituant, la mise en place du référendum annuel à questions multiples, la fin de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, la réforme du mode de scrutin législatif pour avoir un scrutin à la proportionnelle dans certaines conditions, pour passer à un régime primo-ministériel. Enfin, vous voyez, quelque chose qui marque clairement une volonté de changer de régime politique, pas simplement une mesure par-ci par-là. Ça, c'est un candidat constituant. Il n'y en avait pas. Et puis, en plus, sur le plan conjoncturel, enfin, il faut reconnaître que l'élection est quasiment jouée. Je le disais tout à l'heure, et l'offre politique est globalement insatisfaisante. C'est du pareil au même. Ils sont tous d'accord sur l'européisme, le mondialisme, etc. Et pas un mot sur l'emploi, alors que c'est le point depuis des années que les gens mettent en avant. Enfin voilà, c'est lamentable. Donc, il faut ce moment déconstituant à l'élection présidentielle pour déboucher sur un moment constituant aux législatives. Parce que si, encore une fois, le total des abstentions des blancs et des nuls dépasse le nombre de voix obtenues par le président élu, la dynamique politique qui habituellement s'applique aux candidats du président élu, elle peut être entravée, elle peut bénéficier à nos candidats constituants, permettant d'aboutir à une cohabitation. Et une cohabitation, évidemment, incertaine et sans cohérence politique, évidemment, mais qui entraverait les projets de Macron. C'est-à-dire, Macron serait non pas battu à la présidentielle, mais battu aux législatives, puisqu'il n'aurait pas sa majorité présidentielle. C'est-à-dire, on transforme une défaite électorale prévisible en victoire politique. Telle est la stratégie que nous développons actuellement. Et pour les législatives, nous avons élaboré un texte d'appel qui s'appelle Conquête démocratique, avec Décidemos, avec la liste citoyenne de Brest, et puis d'autres groupes qui sont en train de s'agglomérer. Eh bien, nous appelons les groupes intéressés à nous rejoindre, à travailler avec nous,
à renforcer les comités de circonscription par les militants, comités de circonscription qui vont désigner les candidats. Nous, on désigne pas de candidats. Ce sont les militants dans les comités de circonscription qui désignent les candidats. Et il faut nourrir ces comités de circonscription. Donc, les groupes intéressés, eh bien, nous font signe, et les citoyens individuels également, et on va les orienter vers les personnes qui sont déjà dans les circonscriptions pour engager cette bataille dès maintenant. Personne ne parle des législatives, ben nous on en parle et on se prépare. Donc allons-y, et ceux qui sont intéressés, ben, venez avec nous. Alors, on mettra en description de cette vidéo donc des liens pour les personnes intéressées qui puissent vous rejoindre. Il y aura aussi des liens concernant le MCP. Donc, je crois qu'on a vu d'ensemble là de votre stratégie. J'ai quelques questions sur cette stratégie justement. La première, c'est concernant le candidat constituant. Vous avez fait une longue liste des choses qu'il faudrait qu'il s'engage à faire pour être un candidat constituant. Et il me semble que la liste est un peu longue quand même, parce que si vous avez commencé par le RIC constituant, il me semble, il peut s'arrêter là, parce que si une fois qu'il y a le RIC constituant, s'il veut changer le régime, les citoyens peuvent ensuite proposer de changer le régime présidentialiste en modifiant la Constitution. Il peut faire toutes ces autres choses qui venaient ensuite dans votre liste. Les citoyens peuvent le proposer eux-mêmes et ça serait soumis au référendum s'il y avait le RIC constituant. Donc, est-ce que vous seriez d'accord que finalement, ce qui compte pour que ce soit un candidat constituant, c'est qu'il s'engage de façon crédible pour un véritable RIC constituant? Non, non, je ne partage pas cette opinion parce que les problèmes auxquels sont confrontés la France ne peuvent pas se résoudre uniquement par le RIC. Il faut qu'il y ait une vision, une volonté qui s'exprime. Les citoyens ne vont pas voter pour ça, parce qu'ils ne savent pas où on va. En revanche, si on dit, voilà, on fait le bilan, le régime présidentialiste, c'est un échec pour un certain nombre de raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Il faut changer de régime politique. Et pour changer de régime politique, on peut passer à un régime primo-ministériel. Ça passe par la réforme du mode d'élection du président, ça passe par la réforme du mode de scrutin législatif. Ce sont disons, 2 points. Et puis les pouvoirs du président. Il faut éliminer toute une série de pouvoirs du président. Eh bien, il faut pas perdre de temps. Il faut être clair et dire, voilà, moi, si je suis élu président, je fais un référendum là-dessus. C'est clair, c'est net. Les gens votent, ils savent où ils vont. Le RIC constituant, évidemment. Mais si on fait que le RIC constituant, on ne fait que faire traîner les choses. Et on n'aura pas une majorité. Les gens ne vont pas suivre. C'est insuffisant. Il faut, encore une fois, une réponse systémique à une crise systémique. Et donc, il faut que dans notre esprit, ce candidat constituant présente cette façon de faire. Un référendum sur le régime présidentialiste, l'abandon du régime présidentialiste, sur le RIC constituant évidemment, sur il y a d'autres questions qui doivent être évoquées, la réforme constitutionnelle permettant de mettre en place un référendum annuel à questions multiples avec la liste des sujets qui tous les ans seront soumis à référendum. Donc voilà, si ce président explique ça, pour moi, il a des chances d'être élu parce qu'il présente quelque chose de global, de systémique, de cohérent qui permet aux gens de se projeter. Le RIC constituant seul ne permet pas de se projeter
parce que les citoyens vont se dire mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Ça va prendre du temps. On va faire un référendum sur ceci, un autre sur cela, etc. Ça, on va trouver les signatures, ça va prendre des mois. Enfin non, c'est pas mobilisateur cette façon de voir les choses. Et à partir de là, ce président doit également annoncer que dès que le référendum sur la réforme du scrutin présidentiel est voté, c'est-à-dire que le président n'est plus élu au suffrage universel direct, mais bon, alors il y aura le débat, faut-il encore un président? Oui, non, bon, d'accord, on peut revenir, nous ce qu'on propose c'est de revenir à De Gaulle, c'est-à-dire De Gaulle, il était élu par les maires, disons. Bah, on peut revenir à cette formule, un président qui est élu par les maires qui n'a pas les pouvoirs actuels, qui ne participe, qui ne préside pas le Conseil des ministres. Enfin bref, tout ça, c'est des choses que nous avons proposées, qui sont sur notre site. Et donc, ce candidat constituant annonce que si cette réforme du mode de scrutin est adoptée, si on passe au régime primaire-ministériel, il dissout l'Assemblée nationale en premier, il démissionne et on repart au bout de quelques mois ou 1 an ou 2 ans sur des élections législatives dans un rapport de force totalement changé, puisque il aura fait passer, évidemment, si la plupart des référendums sont gagnants, on est dans un rapport de force totalement différent qui peut faire espérer une victoire aux élections législatives dans le cadre d'un nouveau régime politique, le régime primo-ministériel. Un nouveau président sera élu, mais par les députés. Il ne sera pas, le chef du gouvernement. Il sera chef de l'État, mais pas chef du gouvernement. Et donc, je veux dire, c'est un schéma politique qui tient la route. C'est une stratégie. Et il faut, qu'il y ait une discussion sur cette façon de voir les choses. Alors, votre point de vue là est clair. J'aimerais revenir sur d'autres questions que j'avais déjà auparavant. Je vais essayer d'être compact parce que le temps passe. Une question, c'est les abstentionnistes. Donc là, vous aviez dit, ça fait maintenant peut-être un quart d'heure, mais j'ai un peu de retard avec mes questions. Vous avez dit, les abstentionnistes, ça va faire un grand mouvement. C'est une sorte de premier parti de France. Et quand vous disiez ça, je me demandais, mais comment vous allez faire pour qu'on considère qu'effectivement ces abstentionnistes, c'est pas juste qu'ils voulaient jouer à un jeu vidéo et qu'ils sont restés sur leur canapé, mais que vraiment ils partageaient votre point de vue. Et là, vous avez parlé qu'ils signeraient un appel, quelque chose comme ça. Donc, j'ai bien compris ce qui indiquerait, enfin, ce qui permettrait de prouver que ces abstentionnistes ce sont pas juste absolus parce qu'ils avaient autre chose à faire. C'est le fait qu'ils donneraient une valeur politique à leur abstention en signant quelque chose. Et si j'ai bien compris ça, la deuxième question sur ce registre-là, c'est pourquoi pas simplement voter blanc? Parce que soit voter blanc, ça donne déjà... Au moins, vous n'êtes pas resté sur votre canapé si vous avez voté blanc, donc ça exclut déjà une possibilité. Puis une troisième possibilité, ça serait d'avoir un candidat abstention. Parce que voter blanc, on peut encore dire oui, peut-être qu'ils ont trouvé que tous les candidats étaient tellement bons, également bons, qu'ils n'ont pas voté. C'est assez peu crédible, mais disons, pour éliminer cette interprétation possible, on pourrait imaginer un candidat qui dit juste moi, je n'ai pas besoin de connaître les programmes et tout ça et de parler de différents sujets. Je dis juste, je suis ici pour représenter ceux qui trouvent que vous êtes tellement mauvais qu'à ce niveau-là, je ne veux pas voter. Ou que pour toutes les raisons que vous avez évoquées avant, enfin, que je ne veux pas voter dans cette présidentielle et ce n'est pas parce que je vous trouve trop bon. Alors, pourquoi pas prendre ces approches plutôt que la signature de l'appel? Parce que présenter un candidat abstentionniste ne serait pas cohérent avec les motifs du boycott. Si on boycotte
l'élection présidentielle, c'est d'abord pour des raisons structurelles que j'ai indiquées tout à l'heure. Donc, dans la mesure où on critique le système présidentialiste lui-même, on ne peut pas y entrer puisqu'on propose d'en sortir. Donc, ça n'a ni queue ni tête. Donc, non, on ne veut pas participer à ce genre. Ce serait participer à la mascarade. Non, non, il faut que les choses soient claires. Nous ne participons pas à cette mascarade électorale qu'est l'élection présidentielle française. Pas de candidat abstentionniste. Le vote blanc, c'est un vote d'une autre nature. On vote blanc pour marquer à la fois, quelle est la différence entre l'abstention et le vote blanc? L'abstention, je retire la part très faible des abstentionnistes professionnels, des gens qui ne votent jamais, il y en a très peu, on évalue à 7% selon les circonstances. Le reste, ce sont des abstentionnistes intermittents qui votent à une élection, qui ne votent pas à l'autre, etc., mais avec une tendance de fond qui est à l'augmentation de l'abstention pour des raisons politiques. Il y a de très nombreuses études que nous allons d'ailleurs publier, on a fait une synthèse de toutes ces études, sur les raisons de l'abstention. L'abstention est un acte politique aujourd'hui. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est un acte politique de rejet du système, soit parce que les abstentionnistes considèrent qu'on n'écoute pas le peuple. Ben, on l'a vu, hein, les gilets jaunes, on les a pas entendus, les cheminots, on les a pas entendus, tous les mouvements sociaux n'ont pas été entendus. Donc, pourquoi voter pour des gens qui ne vous entendent pas? Et puis, deuxième raison, c'est des gens, les dirigeants ne veulent pas résoudre les problèmes. Donc, pourquoi voter pour des gens qui ne veulent pas résoudre ou qui ne savent pas résoudre les problèmes? Et puis, autre raison, les dirigeants n'ont plus les moyens. Avec la mondialisation néolibérale, l'Union européenne, on ne peut plus prendre de décisions dans un certain nombre de domaines. Donc, pourquoi voter pour ces gens-là? Donc voilà. Et puis, le Parlement qui n'est plus, qui n'a plus de rôle politique. Donc, tout ça, ça favorise plus alors les scandales, etc. Donc, les gens s'abstiennent pour ces raisons-là. Alors, l'abstention, c'est ces raisons-là, c'est une condamnation du système. On ne veut pas aller voter parce qu'on n'est pas d'accord avec le système. Le vote blanc, c'est pas du tout pareil. Le vote blanc, on est d'accord avec le système, plus ou moins, on est d'accord avec les modalités électorales, mais on n'est pas d'accord avec l'offre politique. On ne trouve pas d'offre qui nous satisfasse. Donc, on vote blanc. Eh bien, non, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Nous, on ne va pas appeler à voter blanc parce que nous rejetons le système. Nous ne voulons pas mettre les pieds dans les isoloirs. Nous boycottons, c'est-à-dire, alors on ajoute le boycott, pour nous, c'est abstention, blanc ou nul. Ceux qui veulent quand même, par atavisme familial ou tout ce qu'on veut, aller voter, ils vont voter, mais voter blanc ou nul. Nul avec, par exemple, RIC. Hein, les gens peuvent voter nul en mettant RIC sur un bulletin, n'importe quel bulletin. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est d'organiser les boycotteurs, les abstentionnistes. Les organiser parce que pour nous, c'est la force propulsive politique d'avenir. Il n'y a plus les forces des mouvements sociaux d'antan. Il faut rebâtir, il faut refaire peuple, c'est-à-dire reconstruire le peuple comme force politique autonome. C'est ça l'objectif. Et le boycott contribue à la formation de cette force politique autonome du peuple par les abstentionnistes comme force propulsive. Et donc, le jour du vote, on les invite à se manifester, à être visibles et à s'organiser. Ça crée des liens entre les gens à l'échelle des communes et on va s'appuyer sur eux dans les comités constituants pour les années qui viennent. Donc tout ça, c'est pas de la gesticulation, c'est une stratégie politique de conquête du pouvoir. Tout ça en fait partie. Donc c'est une stratégie, mais qui s'oppose à d'autres stratégies. Donc
une autre stratégie, ça pourrait être de dire, bon, bah, la France n'est pas une démocratie, donc c'est normal que les gens ne soient pas satisfaits du système, soient opposés du système. Mais comme il s'agit de passer d'un système qui n'est pas une démocratie à un système qui serait une démocratie, eh ben, on peut accepter de faire certains compromis si ça ouvre la porte de la démocratie. On en a discuté tout à l'heure et vous avez dit pourquoi vous pensez que juste s'engager sur les constituants ne suffirait pas à ouvrir la porte de la démocratie. Mais donc, il y a quand même cette stratégie-là, qui est une autre stratégie portée par des candidats, notamment des candidats qui ont la même vision de vous, du président, qui sont plutôt pour un système primo-ministériel qui ressemble un peu aux périodes de cohabitation. Et puis l'autre stratégie, c'est, bon, quand vous avez cité, ça fait maintenant assez longtemps, mais quand vous aviez parlé on avait l'impression que ça va être Macron qui va gagner, puis si c'est pas Macron, c'est un clone de Macron ou quelqu'un à droite de Macron. Vous n'avez pas cité dans la liste Mélenchon. Est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'il y a aussi la stratégie Mélenchon, disons la possibilité que Mélenchon, justement parce que à droite de Macron, les voix vont se diviser entre Zemmour et Le Pen, etc., que peut-être s'il y a une union de la gauche derrière Mélenchon qui pourrait arriver et qui, à ce moment, si vous faites cette campagne d'abstention dont vous dites que c'est plutôt quelque chose sur la durée, mais à court terme, vous avez, si j'ai bien compris, pas trop d'espoir que ça marche en 2022. Et j'ai quand même l'impression que vous situez plutôt à gauche, ou clairement à gauche. Si ceux qui vous suivent sont aussi plutôt clairement à gauche, ça risque de coûter des voix surtout à gauche et de rendre impossible la possibilité, enfin de réduire la probabilité que Mélenchon se retrouve au deuxième tour et peut-être gagne contre Macron, mais au cas où il promettrait de façon crédible un véritable RIC constituant, ce serait quand même un progrès significatif, même si je l'ai bien compris, il ne vous suffit pas. Donc il y a quand même, comment vous voyez votre stratégie, comment vous l'articulez, enfin comment vous la situez par rapport à des stratégies d'autres mouvements. Ça peut être des partis comme la France Insoumise, ou bien ça peut être des petits candidats. Vous avez cité tout à l'heure Clara Heger. Est-ce que vous le voyez simplement en opposition ou bien il y a une dimension de synergie? Par exemple, dimension de synergie, j'imaginerais par exemple de ne pas s'abstenir au premier tour, mais s'abstenir au deuxième. Donc ça permet de faire tout le coup de l'abstention au deuxième tour, mais de pousser quand même les candidats qui sont les moins pires ou les meilleurs ou les moins pires au premier tour, et de s'abstenir ensuite si aucun de ceux-là arrive au deuxième tour. Comment vous articulez votre stratégie par rapport aux autres stratégies d'autres mouvements? Nous sommes étrangers à tous ces calculs. Pour Clara Heger, par exemple, eh bien, ce que j'espère, c'est quand elle se rendra compte qu'elle n'a pas obtenu les parrainages, qu'elle nous rejoigne dans le boycott et qu'elle nous rejoigne dans la campagne des législatives pour des candidats constituants. Voilà, ça c'est une proposition de main tendue qui est faite. Ensuite, nous, concernant la gauche et la droite, il y a toujours une gauche et il y a toujours une droite, évidemment, mais les oppositions entre gauche et droite, aujourd'hui, ont disparu. Ils sont d'accord sur tout. Entre ce qu'a fait Mitterrand et ce qu'a fait Chirac, ou ce qu'a fait Hollande et ce que fait Macron aujourd'hui et ce qu'avait fait hier Sarkozy, tout ça, c'est à peu près la même chose. Ils sont d'accord sur le néolibéralisme. Voilà, c'est ça le problème. Alors, il y a une petite nuance avec Mélenchon, qui est
Mais Mélenchon fait de l'embellissement rhétorique, c'est-à-dire il a voté Maastricht, c'est un européiste, un mondialiste, mais il le masque. Et Mélenchon, c'est le Tsipras français, l'ancien Premier ministre grec qui a finalement trahi. Et pour nous, Mélenchon, son programme n'est pas applicable. Il y a de bonnes choses dans le programme de Mélenchon, mais il n'est pas applicable parce que Mélenchon ne veut pas sortir de l'Union européenne. Et on ne peut pas avoir une démocratie dans un pays qui n'est pas souverain. C'est ça la contradiction. Donc nous, ça nous importe peu que ce soit Hidalgo, Mélenchon, Jadot, tous ces gens-là, ils sont d'accord sur le fond des principales questions stratégiques. Ils sont des différents sur des questions secondaires. Donc, pas de calcul avec eux. Il faut un coup de balai général et il faut décrédibiliser l'élection présidentielle, la délégitimer les candidats et faire en sorte que le candidat qui sera élu le soit avec le moins de voix possible. Parce que c'est là que ça provoquera un choc déconstituant. On aura ébranlé la clé de voûte des institutions de la Ve République, qui est l'institution présidentielle, et ce président ne pourra pas gouverner comme il le veut, parce qu'il ne sera pas légitime. Or, la légitimité, tous les gouvernements en ont besoin. S'ils sont suspendus dans le vide, eh bien, à un moment ou à un autre, ils tombent. Et c'est notre stratégie. Après, aux législatives, et nous appelons les abstentionnistes de la présidentielle, cette fois-ci, à venir voter en masse aux élections législatives, précisément pour les candidats constituants. Donc, pas de calcul, la situation est trop grave, on a déjà donné, choisir le moins pire, c'est ce qu'on fait depuis 15 ans, même plus, ça ne donne pas de résultat parce que le moins pire, il est quand même pire. Donc, coup de balai général et on passe à autre chose. Alors, je crois que vous avez bien décrit votre stratégie. Vous avez aussi dit tout à l'heure comment les personnes qui nous écoutent, qui seraient intéressées à participer à ce mouvement peuvent vous rejoindre. Il faut savoir que parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens du MCP. Là, il y a aussi un maillage local. D'ailleurs, il y aura en lien, il y aura en commentaire un lien pour ceux qui veulent participer au maillage local du MCP. Mais donc, il y a ce maillage local qui peut éventuellement entrer en synergie avec vos groupes locaux. La stratégie du MCP, c'est de briser le mur médiatique des médias de masse et puis de faire de l'éducation populaire. Donc, il peut y avoir ce public-là parmi ceux qui nous écoutent, et puis il peut y avoir des gens qui sont complètement en dehors aussi de MCP. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour ceux qui voudraient vous rejoindre? Ben, vous pouvez devenir sympathisant de la dynamique populaire constituante en allant sur le site Dynamique populaire constituante. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre les comités de circonscription de conquête démocratique, qui est l'alliance que nous avons faite avec plusieurs organisations pour les législatives. Donc, il y a deux façons de faire, à la fois, si vous voulez, ou l'un ou l'autre, ou les deux, mais là, ça permet de travailler de façon intéressante. Et c'est vrai que nous, on a beaucoup de gens qui sont à la fois au MCP et à la DPC, Dynamique populaire constituante. Donc, sur le plan local, ça fonctionne pas mal, déjà. Eh bien, merci bien. Donc, disons que la différence, là, une des différences entre MCP et DPC, Dynamique populaire constituante, c'est que le MCP ne veut pas participer aux élections. Et alors que la DPC, elle soutient, disons. Elle participe pas directement. On n'a pas de candidat DPC, mais on soutiendra des candidats.
Merci bien. Alors, Jérémy va maintenant faire remonter les questions des internautes. Donc, Jérémy, la parole est à toi. Et non, bonsoir tout le monde, c'est pas Jérémy, c'est Gaël. D'accord, il y a un Donc voilà, problème de connexion pour Jérémy, c'est ça, hein? exactement. Ok, merci Donc, Gaël de reprendre le flambeau. avec plaisir. Alors, première question de Léo. Comment espérez-vous faire connaître votre projet et vos candidats avant les législatives, alors que vous boycottez la campagne présidentielle, qui est en fait la seule campagne qui soit médiatisée? La campagne présidentielle est médiatisée pour les grands candidats, pas pour les petits. Vous n'avez jamais vu un petit candidat dans les médias. Donc, il n'y a pas de changement. Même si on était, nous, si on avait un candidat, on ne passerait pas dans les médias. Donc, nous ne croyons pas aux médias et nous ne croyons pas à l'illusion des petits candidats qui se présentent, croyant bénéficier d'une couverture médiatique. Ça n'arrive pas. Voilà, donc c'est un échec et c'est pas là-dessus qu'il faut compter. Il faut compter sur nos propres forces en matière médiatique, à partir des médias alternatifs, à partir des sites internet, des réseaux sociaux, du travail de terrain. Voilà, c'est comme ça qu'on fera connaître les choses. Mais nous, on ne compte pas sur les outils de nos adversaires pour faire notre propagande. Ok, merci. Une question de Jérémy. Sachant que c'est la majorité de l'Assemblée nationale qui vote les lois, même si vous aviez la chance d'avoir 1 ou 2 députés, à quoi servirait-il puisqu'à eux seuls, ils n'auraient aucun pouvoir? La question s'applique à tous les petits partis. Vous savez, par exemple, le NPA présente des candidats depuis des décennies, Lutte ouvrière également, et puis bien d'autres, ils n'ont jamais eu de candidat. La démocratie, c'est de présenter ses idées au peuple, d'alimenter le débat, et puis si on a des élus, tant mieux. Mais nous, on n'a pas d'illusion, on n'aura pas d'élus. Voilà, c'est clair et net. Nous n'aurons pas d'élus parce que c'est tellement difficile de percer le mur médiatique, c'est tellement difficile de faire bouger les habitudes que nous n'avons aucune illusion. On n'aura pas d'élus, mais l'intérêt d'avoir des candidats, des dizaines, voire des centaines de candidats aux législatives, c'est que nous allons alimenter un débat d'idées. Nous allons introduire des réflexions, nous allons faire des réunions publiques, nous allons renforcer nos rangs et nous allons nous mettre en ordre de bataille pour les années suivantes. Nous aurons fait avancer la cause d'une nouvelle constitution, d'un nouveau régime politique. C'est ça notre objectif, c'est pas d'avoir des élus, on sait très bien qu'on n'en aura pas. Mais si j'ai bien compris, vous pensez que vous n'aurez pas d'élus en 2022, mais vous espérez que dans 5, 10, 15 ou 20 ans, vous aurez des élus. À terme, vous aurez des élus. Dans 15 ou 20 ans, on ne sait pas où on en sera, mais en tout cas, quand on lance un courant d'idées, il n'y a pas de magie. Les choses ne viennent pas comme ça immédiatement. Surtout quand on affronte des questions complexes comme celle de la Constitution, du changement du régime politique, ou qu'on on va à l'encontre d'opinions bien arrêtées chez des gens. Donc, s'inscrire dans la durée, ça veut dire que nous savons où nous voulons aller, mais nous savons aussi que c'est très difficile, que ça prend du temps, et nous sommes prêts à nous investir dans la durée pour ne pas avoir de désillusions. Merci. Question de Mike. Pourquoi vous ne faites pas d'alliance avec les partis proposant le Frexit, vu que votre objectif final est le même, la triple sortie? Parce que les partis politiques qui préconisent le Frexit n'arrivent pas à se mettre d'accord eux-mêmes entre eux. Donc, je vois pas, nous, pourquoi on se mettrait d'accord avec eux, d'autant que pour nous, le Frexit n'est qu'un élément d'un ensemble. Pour certains d'entre eux, c'est un monoproduit, en quelque sorte. Mais c'est plutôt l'inverse. Nous les invitons pour les législatives à venir avec nous. Pour la présidentielle, de toute façon, ils n'auront pas de candidat.
ni Monsieur Asselineau, ni Monsieur, comment il s'appelle, l'ancien du FN, là, son nom m'échappe, Philippot, et peut-être encore d'autres, n'auront les 500 parrainages. Donc voilà, la question ne se pose même pas. Ok. Ensuite, une remarque plutôt de Jean-Louis Brunati. Les droits naturels sont des droits universels qu'on possède dès la naissance. Tout à fait. C'est des droits qui sont attachés à la personne humaine, quelle que soit cette personne, d'où qu'elle vienne, toute la vie, et toujours, ça ne change pas. Ça, c'est une vision philosophique des Lumières qui a été reprise pendant la Révolution française et que nous reprenons à notre compte parce que ça a été abandonné. Et si la gauche a des réflexions à se faire sur elle-même, eh bien, elle devrait commencer par là. Comment a-t-elle abandonné? Parce que les droits humains naturels universels, c'est Robespierre. Comment a-t-elle abandonné cette perspective politique en se ralliant finalement aux bonapartistes qui ont tué la Révolution française à partir de Thermidor? Donc voilà des questions politiques. Nous revenons aux sources des Lumières, aux sources de la Révolution française. Ok, Jérémy vous pose 3 questions. La première, vous souhaitez présenter des candidats dits constituants, mais les députés et sénateurs détiennent déjà le pouvoir constituant d'après l'article 89 de la Constitution actuelle. Pouvez-vous expliquer? Oui, vous avez raison. Ça, d'ailleurs, il faut le supprimer. Les députés sénateurs ne doivent avoir aucune possibilité de modifier la Constitution. Seul le peuple doit pouvoir le faire. Mais nous appelons nos candidats constituants parce que nous nous engageons dans un processus constituant. Et comme nous savons que nous n'aurons pas d'élus, ce que nous voulons faire, c'est de faire monter dans la société le débat sur ces questions, faire connaître ces réflexions. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'on s'appelle constituant. C'est pas pour avoir un rôle au Parlement que nous n'aurons pas, en tout cas en 2022. Bien. Deuxième question. À quoi s'engage un candidat de la DPC aux élections législatives? Il s'engage, d'abord, il sera désigné par les militants de sa circonscription et il s'engage alors ce ne sera pas un candidat de la DPC, ce sera un candidat de conquête citoyenne, c'est-à-dire l'alliance que nous avons conclue à plusieurs organisations. Il s'engage à respecter le contrat, c'est-à-dire à faire campagne sur le texte de conquête citoyenne. Et voilà, c'est tout. Et à suivre, à être auprès des militants de la circonscription et agir avec eux et ne pas jouer le notable de province. Merci. Une question de Mike. Avez-vous prévu des réformes concernant les médias d'information et du CSA? Non, pour l'instant, on n'a pas prévu de réforme là-dessus, comme sur bien d'autres choses, parce que nous ne réfléchissons pas en termes de réforme, nous réfléchissons en termes de constitutionnalisation de problèmes. Et comme je le disais tout à l'heure pour les droits humains naturels, universels, il faut les constitutionnaliser. La question des médias mérite une constitutionnalisation, c'est-à-dire un principe politique inclus dans la Constitution qui empêche la concentration des médias, qui empêche l'appropriation des médias par les grandes fortunes, qui empêche les grands médias de jouer un rôle politique lors des campagnes électorales en particulier. Donc, c'est comme ça que nous posons les problèmes. On n'est pas encore arrivé à ce chapitre-là, mais ça fait partie de notre plan de travail. D'ailleurs, s'il y a des volontaires, ils sont les bienvenus pour travailler, parce que c'est pas simple. Comment créer des obligations dans la Constitution pour empêcher le phénomène de concentration et d'appropriation des médias par une caste? C'est ça, nous, notre problème, parce que une réforme des médias, c'est ponctuel.
Nous voulons des choses définitives, définitives, relativement, mais des principes politiques sur lesquels on peut s'appuyer pendant une certaine période. Donc, on pose pas les problèmes du tout de manière législative, si vous voulez, en termes de programme, pas du tout. On les pose en termes de constitutionnalisation. Peut-on introduire dans la Constitution des éléments qui permettent d'assurer la liberté des médias? Voilà, c'est comme ça qu'on pose le problème. Merci. Une question très pratique de Monsieur Saïd. Comment mobiliser ces millions d'abstentionnistes qui déambulent sur les réseaux sociaux? Ah ben voilà, ça c'est la question principale. On n'a pas trouvé la solution magique. Il faut aller sur le terrain, il faut aller dans les cités, il faut les réseaux sociaux, nous sommes présents, mais il faut être encore plus présent. Voilà, et ça marche, je pense, sur essentiellement le terrain, par le travail de fourmi que font tous les militants dans leur entourage. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution miracle pour mobiliser les abstentionnistes et leur faire comprendre que ils font partie des gens les plus lucides politiquement. Ça peut être un paradoxe, mais ceux qui s'abstiennent aujourd'hui pour les élections politiques, présidentielles et législatives, sont des gens qui sont lucides politiquement, la plupart d'entre eux, plus lucides que ceux qui votent, bien souvent. Merci. Une question de... Alors là, je n'arrive pas à lire. From NGR to Spirit. Bon, je ne sais pas. Peut-on dire que l'établissement d'une véritable démocratie prévoit forcément de supprimer tous les partis politiques et les élections au profit du vote et du tirage au sort? J'ai pas entendu la fin de votre phrase. Au profit Alors, peut-on... Oui, au profit du vote et du tirage au sort. Ça, c'est une sorte de dictature. Hein. Je vois pas pourquoi on supprimerait les partis politiques. Les partis politiques, il faut leur redonner leur rôle, c'est-à-dire contribuer à l'éclairage de l'opinion publique, ce qui aujourd'hui n'est plus fait. C'est une des raisons de leur déclin d'ailleurs, mais je ne vois aucune raison. Il ne faut pas mélanger les choses. Ça n'est pas parce que les partis politiques actuels ont failli que c'est le principe du parti politique qui doit être condamné. Pas du tout. La notion de parti doit changer, les partis doivent changer. Mais on a besoin de partis politiques dans la société, parce que sinon, les seules forces organisées seront les forces de l'argent. Le peuple, le seul instrument dont il dispose, c'est le syndicat, l'association loi de 1901 et le parti politique. Donc si vous enlevez ces éléments au peuple, eh bien vous favorisez les seuls qui ont les moyens de s'organiser, qui sont les classes dominantes. Donc non, pas d'accord du tout avec ça, et pas d'accord sur le tirage au sort pour les élus. Non, on doit voter pour des gens qui présentent des perspectives, des programmes. Il faut savoir où on va, parce que le tirage au sort, on ne sait pas où on va. Les gens, ils sont désunis, n'ont pas de cohérence entre eux. Ça n'a ni queue ni tête, cette affaire-là. Donc, pour des assemblées citoyennes, oui, ça c'est intéressant, le tirage au sort, mais pas pour désigner les élus. Le tirage au sort pour les élus, c'est la fin du caractère politique de nos sociétés. Il n'y a plus de débat. On ne débat plus puisque on va tirer au sort. Et donc ces gens-là n'auront aucun mandat. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Donc moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Il faut revoir le fonctionnement des partis politiques. Il faut réencadrer le contrôle des élus. Il y a toute une série de choses à faire pour moraliser la situation des élus, mais il ne faut pas croire que le tirage au sort c'est de la magie. Hein. Non, moi je ne crois pas à la magie.
Ok, une question de Monsieur Saïd encore. Le CNT pourra tout remettre à plat? Les instituts de sondage, le Frexit, le Conseil d'État, la justice corrompue, etc. Le CSA qui interdit Péronne, etc. Je ne sais pas ce que c'est le CNT. Ah, là vous, votre, ça s'appelle comment? Je me souviens plus. Nous sommes la dynamique populaire constituante, et qui sommes alliés également avec d'autres dans une alliance qui s'appelle Conquête démocratique. Voilà, il s'est trompé. Une autre question de Jean-Louis Brunati. Et si l'Assemblée nationale constituante était déclarée illégale par le pouvoir? Il peut toujours déclarer que ce soit illégal, mais c'est une déclaration qui serait suivie de quels effets pratiques pour qu'une assemblée, alors, disons qu'il y a une possibilité, en effet, c'est que, admettons l'hypothèse qu'une majorité de députés soit constituants, c'est-à-dire qui veuillent modifier la Constitution. Que ferait cette Assemblée? Elle pourrait prendre des initiatives dans le cadre des lois, et pas plus. À partir de là, s'il y a une cohabitation, le président de la République peut dissoudre cette Assemblée et refaire des élections. C'est la seule chose, je crois, qui est possible. Ce que pourrait faire une Assemblée constituante, dans le cadre d'une cohabitation, c'est-à-dire avec un président de la République opposé à ce processus, c'est de prendre des initiatives politiques pour mettre le peuple en mouvement. Parce que sur le plan légal, sans l'accord du Sénat et sans l'accord du président de la République, l'article 89 n'est pas mobilisable. Et en plus, comme on ne veut plus que la Constitution soit modifiée par le Parlement, on ne peut pas s'engager à cela. On ne peut que passer par la rue, c'est-à-dire favoriser la mobilisation de la population pour respecter le vote. Puisque les citoyens auraient voté pour une assemblée constituante, il faut que ce soit suivi des faits. Et donc, là, on sort, disons, du rôle un peu légal de l'assemblée pour passer à un rôle plus politique, pour mobiliser la population, parce qu'il y aura un blocage légal. L'assemblée n'aura pas les pouvoirs d'aller au-delà. Très bien. Donc, la dernière question, c'est Jérémy qui la pose. Visez-vous un retour au régime de la 4e République? Oui, ça fait peur, à tort, parce que on nous dit oui, la 5e République, sa grande vertu, c'est sa stabilité. Mais attendez, la stabilité de quoi? Le chômage, la crise écologique, etc. Oui, une stabilité politique. Les élites politiques, en effet, étaient bien installées, elles ont bien mangé le fromage. Mais tout le reste s'est déglingué autour. Et on nous dit, oui, mais la 4e République, c'était l'instabilité ministérielle, etc. Oui, mais on s'en fout. C'est pendant la 4e République qu'il y a eu le plein emploi, qu'il y a eu des réformes très intéressantes sur le plan social, et c'est pas l'instabilité ministérielle qui a empêché cette situation. Ceci dit, on ne propose pas du tout de revenir à la 4e République. On propose un régime primo-ministériel qui serait basé sur des élections législatives différentes, qui serait un scrutin de liste, comme il y a eu en 86, je crois, c'est ça, en France, ou 88, je ne sais plus. C'était la première fois que c'était un scrutin à la proportionnelle de liste. Et là, nous, on mettrait du tirage au sort, mais pour les votes blancs. C'est-à-dire que on reconnaîtrait les votes blancs qui seraient assimilés à une liste et qui auraient des députés tirés au sort.
Voilà. Et il y aurait une prime majoritaire. C'est un système qui existe en Italie, en Grèce. Ça existe en France aux élections régionales ou aux élections municipales. Prime majoritaire, ça veut dire ça empêche l'émiettement et le caractère aléatoire des majorités. Le parti qui arrive en tête, enfin disons la formation politique, la liste qui arrive en tête, obtient 51% des sièges. Enfin, tous les sièges plus 1, la majorité des sièges plus 1. Et donc, c'est une majorité stable. C'est la proposition que nous allons sortir là dans les semaines qui viennent. Voilà, ben je me suis trompée. Il n'y a plus de questions, mais on va terminer par une remarque de François. Je vous la lis. Il ne peut y avoir que notre engagement constituant donnant la parole au peuple pour convaincre les abstentionnistes à se mobiliser dans les urnes. Oui, bah, j'adhère à cette formule, oui, je trouve que c'est bien vu, oui. Voilà, bah c'est fini. D'accord, et ben, je vous remercie. Merci Gaël. Je crois que là, vous avez donc des bases pour vous faire une idée de la dynamique populaire constituante, son objectif, sa stratégie. Si vous êtes arrivé en cours de route, cette vidéo va se trouver sur la chaîne MCP, donc sur YouTube. Et donc, je vous remercie d'abord Jacques Viconoff pour ses explications. C'est moi qui vous remercie de votre invitation, très chaleureusement. Remerciements aussi à tous les internautes qui nous ont suivis et puis à l'équipe qui s'est occupée de la technique, Jérémy, Gaël qui a aussi repris le flambeau en cours de route et puis Eva, donc ils se sont occupés de la technique et de faire remonter vos questions et vos remarques. Et je vous donne rendez-vous dans exactement une semaine, mardi prochain, le 21 décembre, à la même heure, à 20h30. Et cette fois, c'est Mathilde Himmer qui sera l'invitée pour présenter la primaire populaire. Alors, à la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.